De temps en temps, même les athlètes les plus contrôlés montrent un éclair de fureur authentique. Lorsqu'il s'agit de Mark Calloway, un leader de vestiaire de 2,8 m au tempérament sauvage, ces éclairs deviennent légendaires. Aujourd'hui, nous parlons des moments où l'Undertaker a perdu son sang-froid et où personne à la WWE n'a pu le contrôler. Ces 5 histoires mêlent colère réelle et violence à l'écran. Certaines ont commencé comme des angles de catch professionnels et se sont transformées en quelque chose d'autre. D'autres sont des accidents qui ont suscité une véritable réaction. The pyro ball on the left comes up, so I'm totally engulfed in this propane pyro ball. Dans chaque cas, le monde scénarisé de la compagnie s'est heurté aux impulsions du Deadman et la frontière entre le kayfabe et le tournage est devenue floue. Imaginez le champion du monde des poids lourds, la capuche tirée, le chapeau baissé, la fumée s'enroulant autour de ses bottes. La structure de l'Elimination Chamber se profile à St. Louis le 21 février, alors que l'Undertaker fait son entrée. La société avait inauguré la chambre en 2002 en tant que site PLE. En 2010, le Deadman était toujours une attraction. Comme toujours, il a pris son temps pour traverser la rampe. Les fans des premiers rangs ont vu un éclair supplémentaire et ont entendu un bruit sec. Puis, un mur de flammes s'est abattu directement sur sa veste et son chapeau. Cela ne faisait pas partie du spectacle. La pyro des deux côtés de la scène s'est mal déclenchée. La première explosion a touché son côté gauche, le poussant vers sa droite, mais le côté droit a également explosé. Selon son récit ultérieur sur le podcast de Steve Austin, il a regardé vers le bas et a vu une boule de feu sur son chapeau et sa manche, qu'il a rapidement secouée. Il a continué à marcher, mais le mal était fait. Sous son long manteau de cuir, sa poitrine et son estomac brûlaient. Il est entré dans le caisson et s'est versé des bouteilles d'eau les unes après les autres, voyant sa peau bouillonner et noircir. Chris Jericho, qui participait au match, a déclaré plus tard que l'odeur des cheveux et de la chair brûlée emplissait le caisson. Les officiels lui ont demandé s'il voulait des soins médicaux, mais l'Undertaker les a repoussés et leur a demandé de lui donner plus d'eau. Au bord du ring, il y a eu un moment de panique. La caméra de télédiffusion a filmé de la fumée s'élevant sous son manteau alors qu'il marchait. Les fans ont d'abord pensé que l'effet était intentionnel. Ce n'est que lorsqu'il a enlevé sa veste que les téléspectateurs ont vu des brûlures rouges sur sa poitrine. Il avait subi des brûlures au premier et au deuxième degré. Il a tout de même terminé le match de 35 minutes, entrant en dernier et luttant encore 20 minutes après avoir quitté la nacelle. Il a encaissé les Walls of Jericho sur le tapis et un super kick de Shawn Michaels à travers la grille de la chambre, ce qui a mis fin à son règne lorsque Jericho l'a cloué au sol. L'odeur de la peau carbonisée ne l'a pas empêché de travailler. En coulisses, Jericho a rappelé que l'opérateur de la pyrotechnie avait été escorté hors du bâtiment avant le retour de l'Undertaker. Les interviews ultérieures du Deadman ont révélé encore plus de choses sur cette nuit-là. Sur Broken Skull Sessions, il a admis qu'il avait failli porter un manteau plus léger, sans manches, mais qu'il avait opté au dernier moment pour un plus lourd parce qu'il voulait exhiber le titre mondial des poids lourds. Il s'est imbibé les cheveux et les épaules avec une deuxième bouteille d'eau juste avant son entrée, car il savait qu'il attendrait longtemps dans la salle. Ces deux décisions prises sur un coup de tête, échanger les manteaux et se tremper, lui ont probablement évité des brûlures encore plus graves. Il a expliqué à Austin que s'il avait gardé son manteau sans manches, son bras exposé aurait pu prendre feu. Une fois que les flammes l'ont atteint, il a dit qu'il pouvait sentir l'odeur de ses cheveux et de sa chair brûlée et qu'il voyait sa peau bouillonner à chaque seconde qui passait. Il savait qu'il devait rester dans la nacelle pendant environ 20 minutes avant d'en affronter 20 autres. C'est pourquoi il s'est efforcé de s'asperger d'eau plutôt que de crier. Undertaker a également fait la lumière sur son état d'esprit. Il a déclaré qu'il avait averti le technicien Pyro des semaines auparavant que les éclats étaient trop proches et qu'il ressentait la chaleur même lorsqu'il fonctionnait correctement. Le technicien l'a ignoré et a blâmé les courants d'air dans l'arène. Lorsque le dysfonctionnement s'est produit, Undertaker a avoué que la colère bouillait en lui et qu'il n'arrêtait pas de penser « Je suis sur le point de tuer ce technicien de la pyro ». Il se considère comme un athlète facile à vivre, mais cette situation l'a poussé à la colère. Après le match, il n'a plus jamais revu le pyrograveur et a supposé qu'il avait été renvoyé en milieu de spectacle. Sur son podcast Six Feet Under, il a expliqué aux fans que la personne responsable des flammes était partie avant qu'il ne revienne au vestiaire. Avec le recul, Undertaker reconnaît que la compagnie a depuis changé ses protocoles de sécurité. La pyrotechnie est répétée avec plus de soin et les athlètes portent davantage d'équipements de protection. Mais à l'époque,
l'époque, il a pris les choses en main. Il a choisi de lutter plutôt que de provoquer un arrêt médical. Il s'est servi de sa colère comme d'une adrénaline pour mener à bien le match et a admis plus tard qu'il avait l'habitude de considérer les brûlures mineures comme faisant partie du travail. Aujourd'hui, même lui secoue la tête en pensant qu'il a failli se blesser gravement. Les fans se souviennent de cet incident comme du moment où l'invincible Deadman a littéralement traversé le feu. Il s'agissait d'un moment où la perte de contrôle se traduisait par une agonie plutôt que par l'actionnement d'un interrupteur sur quelqu'un d'autre. Son refus de sortir de son personnage ou d'appeler à l'aide montre à quel point il protégeait son aura. Ce que le public n'a pas vu, ce sont les jurons qu'il a marmonnés sous sa respiration à l'intention de l'équipe de pyrotechniciens. Dans un business construit sur le contrôle et le timing, il s'agit d'une situation où la compagnie n'a pas pu empêcher un accident et la réponse de l'Undertaker a été de se battre pour y faire face. La deuxième histoire est moins liée à la production qu'à l'attitude des garçons à 38 000 pieds d'altitude. Après le PLE Insurrection à Londres, la WWE a affrété un jet privé pour ramener les athlètes et l'équipe aux États-Unis. Le vol a ensuite été surnommé Plane Ride from Hell en raison de nombreux incidents. Parmi ces histoires, celle d'un géant endormi qui s'est réveillé prêt à protéger son patron. Kurt Angle s'était amusé avec Vince McMahon pendant le vol. Selon plusieurs catcheurs, c'est Vince qui est à l'origine de l'incident, encourageant Angle comme un grand frère. Les deux hommes ont roulé dans l'allée, luttant pour le contrôle. Selon les souvenirs d'Angle, à un moment donné, il a plaqué McMahon au sol dans l'allée. Les rires et les acclamations remplissent la cabine, sauf ceux de l'Undertaker, qui faisait la sieste juste derrière eux. Lorsqu'il a ouvert les yeux, il a vu son patron de 57 ans sur le dos, avec un médaillé d'or olympique sur lui. Il ne s'est pas rendu compte qu'il plaisantait. Sans poser de questions, il s'est levé d'un bond et a entouré le cou d'Angle de ses bras. Angle dit qu'Undertaker l'a étranglé si fort qu'il s'est évanoui. Les autres passagers de l'avion ont crié qu'il s'agissait d'une blague. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'Undertaker a relâché la prise, s'est rassis et s'est rendormi comme si rien ne s'était passé. Il dira plus tard à Steve Austin que sa première pensée a été « Oh hell no » lorsqu'il a vu Angle sur Vince. Il ne savait pas que McMahon avait mis Angle au défi de le faire tomber. Il a supposé que son patron était réellement attaqué. Des années plus tard, Angle a raconté cela sur son propre podcast, décrivant l'Undertaker comme cool, calme et posé. Mais si vous dépassiez les bornes, il allait faire quelque chose. Angle a déclaré qu'il le respectait et le craignait, rappelant qu'il l'avait littéralement étouffé dans l'avion. Il a également plaisanté sur le fait que le reste du vol s'est transformé en un match de catch de 4 heures avec Vince McMahon, qui n'arrêtait pas de se faufiler derrière lui pour s'empoigner dans l'allée. Un Undertaker endormi a immédiatement réagi pour protéger le chef d'entreprise. La WWE n'a pas pu scénariser cela. Les pitreries de Vince ont déclenché l'instinct de son garde du corps. Si quelqu'un d'autre s'était trouvé sur le président, l'étranglement aurait pu durer plus longtemps. En l'état, ce moment a renforcé l'aura de l'Undertaker, qui n'a même pas eu besoin d'être conscient pour étrangler un héros olympique. Ce vol infâme s'inscrit également dans un contexte plus large. Les membres de l'équipe avaient passé plusieurs jours en Europe et étaient épuisés, et le 747 affrété comportait un open bar. D'autres passagers ont raconté plus tard que Mr. Perfect et Brock Lesnar s'étaient battus dans la porte de secours et que Dustin Rhodes avait donné une sérénade à son ex-femme par l'intermédiaire de l'interphone. Dans ce chaos, Undertaker a trouvé un siège tranquille et s'est assoupi. Il a déclaré à l'émission d'Austin qu'il s'était réveillé en voyant Angle sur Vince et qu'il avait vu rouge. Il a enroulé ses bras massifs autour du cou d'Angle et l'a serré jusqu'à ce que les autres catcheurs crient que ce n'était qu'une blague. Puis, sans un mot de plus, il a relâché la prise et s'est allongé. Des années plus tard, Angle a plaisanté en disant qu'il était retourné s'asseoir comme si rien ne s'était passé et qu'il avait continué à dormir pendant que les autres poursuivaient leur pitrerie d'ivrogne. Cette histoire renforce l'idée qu'il ne faut pas chercher des noises à Vince lorsque l'Undertaker est dans les parages. Elle montre également l'humour pince sans rire de l'Undertaker. Il a déclaré plus tard qu'il respectait énormément Angle, mais qu'il défendrait son patron même contre un médaillé d'or. La WWE pouvait infliger des amendes pour ivresse, mais ne pouvait rien faire contre un deadman à moitié endormi qui suivait son instinct. En ce qui concerne la relation entre le Taker et le vieux, tous les fans de longue date connaissent le Montreal Screwjob. Les Survivor Series 1997 se sont terminés avec Shawn Michaels tenant Bret Hart dans le sharpshooter, l'arbitre Earl Hebner sonnant la cloche sans que Hart ne se soumette et Vince McMahon ordonnant le changement de titre. La scène
scène en coulisses est chaotique. Au centre de tout cela se trouvait Undertaker, qui avait été le leader du vestiaire, mais qui n'avait pas été mis au courant du plan. Dans une interview accordée à ESPN, Undertaker explique qu'il a senti que quelque chose n'allait pas. Bret a confié qu'il sentait que quelque chose allait se passer. Undertaker n'a cessé de demander à Hebner si les plans avaient changé, mais à chaque fois, l'arbitre a insisté sur le fait qu'il ne savait rien. Alors que le match commençait, quelqu'un invita Undertaker à regarder le match depuis le bureau de Vince. Il accepta et s'assit là, seul, pour assister à la fin du match. Lorsque Hebner appela la cloche, la mâchoire d'Undertaker tomba. Il se précipita dans le vestiaire de Bret, où d'autres catcheurs étaient rassemblés, en état de choc. Il a insisté pour que Vince revienne et s'adresse à Bret face à face. Undertaker a déclaré qu'il voulait servir de médiateur, estimant qu'il aurait pu prendre la place de Shawn et faire ce qu'il fallait à Raw. Il était furieux et ne pouvait pas croire que la compagnie avait fait ça à Bret. Finalement, Vince s'est rendu dans le vestiaire de Bret, ce qui a conduit ce dernier à le frapper. Undertaker a aidé à vider la pièce pour qu'il ne reste que les personnes directement impliquées. Lors de son podcast 6 Feet Under en 2024, Undertaker a déclaré qu'il aurait souhaité une meilleure communication et qu'il aurait pu offrir une fin différente. Il admet qu'il était en colère, mais comprend que la direction n'avait pas le choix puisque Bret partait avec le titre. Il regrette également que ce coup tordu soit devenu l'histoire marquante de la carrière de Bret et de Shawn Michaels. Il déteste toujours la façon dont cela s'est passé, mais a appris à le considérer comme un morceau d'histoire. Il y a aussi une histoire non vérifiée de Vince Russo, un ancien scénariste, qui a affirmé dans un épisode de The Wrestling Outlaws en 2022 qu'Undertaker était tellement en colère quand il a regardé le Screwjob en coulisses qu'il a jeté la chaise sur laquelle il était assis à l'autre bout de la pièce. Selon Russo, il craignait ce qui pourrait arriver ensuite. Aucun autre témoin n'a publiquement confirmé l'histoire du jet de chaise et Undertaker n'a fait aucun commentaire à ce sujet. Cela fait partie de la colonne des rumeurs, mais cela montre comment les gens ont perçu son tempérament ce soir-là. Qu'il ait jeté une chaise ou non, il a certainement confronté Vince et s'est assuré que le patron répondait de sa décision. Cet incident montre le sens de l'honneur de l'Undertaker. Il estimait qu'un champion devait accepter de perdre et il a proposé d'être l'homme qui prendrait la ceinture de Bret en partant. Lorsqu'il n'a pas pu empêcher le coup monté, il s'est assuré que quelqu'un le paie, au moins avec un œil au beurre noir. La compagnie ne pouvait pas programmer sa réaction ou le garder calme. Elle devait laisser le leader des vestiaires gérer la situation, même s'il était furieux. Ce n'est pas la seule fois où il s'est senti obligé de faire la police dans les vestiaires. Quelques mois plus tard, à WrestleMania 14, Shawn Michaels devait céder le titre WWE à Steve Austin. Shawn avait la réputation d'être difficile à gérer lorsqu'on lui demandait de perdre, ayant déjà renoncé à des titres et ayant apparemment simulé des blessures. L'Undertaker, écœuré par ce qu'il considérait comme de l'égoïsme, a mis ses poings en boule et s'est posté derrière le rideau, à la vue de Shawn. Il a dit aux autres catcheurs que si Shawn essayait de faire un sandbag ou de changer la fin du combat, il irait sur le ring et le frapperait. Shawn Michaels est sorti, a fait les honneurs et est revenu pour trouver Undertaker déballant ses mains comme si rien ne s'était passé. Des années plus tard, Michaels a confirmé qu'Undertaker ne l'avait jamais confronté, mais il a admis qu'il avait une mauvaise attitude à l'époque et qu'il savait qu'il avait dépassé les bornes. Cette anecdote souligne à quel point le tempérament et le sens de la justice du Deadman ont fait de lui l'homme fort du vestiaire. Le Montreal Screwjob a également laissé des traces émotionnelles. Dans un épisode de 2020 du Bill Simmons podcast, Undertaker a déclaré que toute cette affaire l'avait mis en colère et qu'il avait l'impression que la direction s'était servie de lui. Il voulait aider à résoudre les problèmes, mais a dû se calmer avant d'affronter Vince. Il a dit à McMahon que si quelque chose comme ça devait arriver, les gens qui travaillaient pour lui méritaient de le savoir. Au fil des ans, il a assoupli sa position. En 2024, il a déclaré qu'il considérait Bret comme un bon ami et que le coup monté était une décision commerciale malheureuse, mais peut-être nécessaire. Le contraste entre sa rage immédiate et sa perspective ultérieure montre qu'il a évolué. Ce qui reste constant, c'est sa conviction que la compagnie doit traiter ses catcheurs avec honnêteté. Lorsque cette confiance est rompue, l'Undertaker ne peut s'empêcher de perdre son sang-froid. En parlant de ça, le Royal Rumble est construit autour de surprises. En 2002, la plus grande surprise est survenue lorsque Maven, un débutant de Tough Enough, a éliminé l'American Badass. L'élimination elle-même était simple. Undertaker venait d'expulser les Hardy Boys, lui tournait le dos et Maven l'a frappé par derrière. Il est passé par-dessus la corde supérieure et est retombé sur ses pieds. La foule hurle. L'équipe d'annonce a perdu la tête. Maven avait
avait l'air d'avoir gagné à la loterie et de s'être rendu compte qu'il avait volé à la mauvaise personne. C'est à la suite de cette scène que la ligne de démarcation entre l'intrigue et le tournage s'est estompée. Undertaker est revenu sur le ring et a frappé le débutant, l'entraînant hors du ring, dans la foule et finalement dans le hall. Il a jeté Maven contre les murs et les grilles et l'a finalement envoyé dans une machine à popcorn. Le popcorn et le verre ont volé partout. Les fans ont pu se demander s'il était vraiment en colère, d'autant plus qu'il n'a jamais laissé Maven riposter. Le passage à tabac a duré plus longtemps que le match lui-même et n'a pas donné lieu à une revanche rapide. Des années plus tard, Maven a admis sur le podcast Two Man Power Trip que la peur qui se lisait sur son visage lorsque l'Undertaker le regardait était réelle. Il pensait qu'il avait peut-être donné un coup de pied trop fort au vétéran avec le dropkick et qu'il avait peur d'une vraie réception. Maven a déclaré qu'Undertaker lui avait dit à l'avance de donner le dropkick parce que s'il ne le sentait pas, il ne pouvait pas le vendre. Après le segment, Undertaker lui a dit « Great job, kid », ce qui a laissé Maven sur un nuage. Le débutant s'est rendu compte que la bagarre dans la foule avait pour but de créer un moment et non de le punir. Malgré cela, l'histoire est restée dans les mémoires comme un exemple d'Undertaker sortant du script. Le passage à tabac a semblé si convaincant que certains fans s'interrogent encore sur la part de réalité. Des images le montrent en train de projeter Maven dans le chariot de popcorn avec une force incontrôlée. Il n'y a pas eu de procès ou de rapport de blessures réelles, il semble donc qu'ils aient été prudents. Mais à l'écran, on a l'impression qu'il s'agit d'un homme furieux d'être embarrassé. Dans un monde où l'effet de choc fait vendre, cette scène est toujours d'actualité. L'histoire est encore plus complexe. Dans une interview réalisée en 2023, Maven a révélé qu'il n'avait pas du tout répété le dropkick pendant la journée et qu'il y avait de la pression parce que, s'il le faisait au mauvais moment, tout le segment tomberait à l'eau. Il était censé prendre de la couleur pendant le beatdown, c'est-à-dire faire couler du sang, mais il était allergique à l'aspirine. Undertaker a alors sorti des bouteilles miniatures de Jack Daniels et lui a dit que le whisky fluidifierait son sang. Les deux hommes prirent quelques gorgées et Maven admit qu'il était un peu éméché lorsqu'il sortit pour son moment décisif pour sa carrière. Les Hardy avaient ramolli Undertaker et l'avaient distrait, mais Maven a dû frapper son dropkick à la perfection pour envoyer le grand homme par-dessus la corde du haut. Avec le recul, il a déclaré qu'il était terrifié, car s'il manquait son coup, il ne savait pas ce que l'Undertaker pourrait faire. Après avoir éliminé la légende, Maven a reçu un coup de chaise brutal qui l'a piqué plus qu'il ne l'a blessé. Puis il s'est vendu à travers le hall pendant qu'Undertaker détruisait tout ce qu'il voyait. Pendant le chaos, Undertaker ne s'est pas contenté de se concentrer sur Maven. Il a donné un coup de cravache à Scotty 2 Hotty lorsque l'autre catcheur a croisé son chemin, a bousculé un fan trop zélé et a jeté un caméraman sur le côté pour garder la caméra sur le rookie ensanglanté. Il a enfoncé la tête de Maven dans un chariot de condiments, l'a projeté dans une machine à popcorn, a attrapé une poignée de popcorn et l'a mangé en s'éloignant. Les agressions apparemment aléatoires contre les passants et le matériel ont renforcé le sentiment que le Deadman avait craqué. Les producteurs ne pouvaient que le suivre avec des caméras et espérer que personne dans la foule ne soit blessé. C'est un exemple de la façon dont la WWE lui a donné carte blanche pour semer la pagaille. Cette longue séquence a contribué à consolider le personnage de Big Evil en tant que motard impitoyable qui punit l'irrespect. Elle a également permis à Maven de marquer le point culminant de sa carrière. Il a admis que s'il avait raté ce spot, il n'aurait probablement pas eu de carrière. Le passage à tabac a protégé l'aura de l'Undertaker tout en lançant un nouveau visage. C'est un cas rare où un homme a été à la fois la victime et le bénéficiaire de la perte de contrôle d'une légende. Cet incident illustre le désir de l'Undertaker de protéger son aura. Il n'avait aucun problème à être éliminé dans le cadre d'une histoire. En fait, il l'aurait suggéré à Shane McMahon pour l'aider à le faire basculer dans le camp adverse, mais il voulait faire passer le message qu'un débutant ne pouvait pas se faire un nom sans en payer le prix. La WWE l'a laissé prendre le contrôle du segment et les fans l'ont dévoré. C'est un autre cas où la compagnie n'a pas pu le retenir une fois que l'adrénaline est montée. Notre entrée la plus controversée implique un paquet cadeau, une imitation de Boy George et l'un des coups de chaise les plus violents de l'histoire de SmackDown. En février 2003, Chris Kanyon revient à la télévision de la WWE après une longue absence. Vêtu d'une chemise brillante et d'une perruque, il est sorti d'une grande boîte lors d'un segment avec Paul Heyman et l'Undertaker, chantant « Do you really want to hurt me ?» dans le cadre d'une supposée comédie. Ce passage a rapidement pris une tournure violente. L'Undertaker a attendu qu'il termine et l'a attaqué. Il a étranglé Kanyon, l'a piétiné, puis a pris une chaise en acier. Il l'a balancé une fois sur le dos de Kanyon. Puis il a recommencé, cette fois en enfonçant la chaise dans la tête de Kanyon
Canyon avec une force inquiétante. Le coup a résonné dans toute l'arène. La durée et la violence de ce passage à tabac allaient au-delà de l'humiliation habituelle à l'écran. Dans son autobiographie, Canyon pense que la séquence a été scénarisée pour l'embarrasser parce que le président de l'époque, Vince McMahon, avait appris qu'il était homosexuel. Il a écrit qu'il soupçonnait que le coup de chaise rigide faisait partie de cette humiliation. L'émission a également été diffusée à une époque où les coups de tête étaient encore courants, alors que les informations sur les commotions cérébrales commençaient à émerger. De nombreux fans se sont demandé si l'Undertaker avait délibérément pris des libertés avec Canyon. Des années plus tard, dans son podcast 6 Feet Under, Undertaker a répondu à la rumeur. Il a déclaré que les gens l'accusaient de frapper Canyon en raison de sa sexualité, mais il a insisté sur le fait qu'il ne savait pas que Canyon était gay à l'époque et qu'il ne s'en serait pas soucié. Il a affirmé qu'il avait toujours balancé les chaises de la même façon et qu'il s'attendait à ce que les autres le fassent aussi durement. Il a toutefois reconnu que, sachant ce qu'il sait aujourd'hui sur les commotions cérébrales, il dirait aux talents de lever les mains et de protéger leur tête. En d'autres termes, il regrette rétrospectivement la sévérité des coups de chaise, mais nie toute intention malveillante. La vérité se situe peut-être quelque part entre ces deux points de vue. Le livre de Canyon et le documentaire Dark Side of the Ring décrivent un modèle d'irrespect à son égard. Le déni de l'Undertaker laisse penser qu'il ne faisait que suivre une vieille pratique. Ce qui est clair, c'est que le coup de chaise était brutal. La vidéo de la scène montre la tête de Canyon qui se brise violemment vers l'avant. À l'époque, il n'y a pas eu d'excuses publiques ni de déclarations. Canyon a été libéré de la compagnie en 2004 et est décédé en 2010 après avoir lutté contre des problèmes de santé mentale. Cette histoire se situe à l'intersection de la rumeur et de la réalité, illustrant comment la culture des vestiaires et les préjugés personnels peuvent colorer notre interprétation de la violence à l'écran. Le contexte est également important. Au début de l'année 2003, la WWE autorisait encore les coups de chaise non protégés à la tête et les athlètes étaient censés les encaisser sans broncher. Canyon venait tout juste de revenir d'une grave blessure à l'épaule. Lorsqu'il est sorti de la boîte déguisé en Boy George et s'est mis à chanter, le public a vu cela comme un soulagement comique. La réponse de l'Undertaker a fait basculer l'ambiance. Il ne s'est pas contenté de frapper Canyon une seule fois, il lui a asséné de multiples coups de chaise sur le dos et la tête jusqu'à ce que la chaise se déforme. Les coups étaient si violents que les fans qui regardaient chez eux pouvaient entendre le bruit sourd se répercuter sur l'acier et le crâne. Les gens en coulisses auraient plaisanté sur le fait que Canyon se faisait battre parce qu'il était un ancien de la WCW, mais certains ont murmuré que sa sexualité faisait de lui une cible. Dans son livre, Canyon a écrit qu'il pensait que Vince McMahon avait organisé cette séquence pour l'humilier et qu'il s'était senti trahi. Il a également raconté que le coup de chaise rigide lui avait donné des maux de tête pendant des jours. Des décennies plus tard, l'Undertaker s'est attaqué de front aux rumeurs. Il a déclaré qu'il avait été accusé d'avoir écrasé Canyon parce qu'il était gay, mais il a insisté sur le fait qu'il n'avait appris la sexualité de Canyon que des années plus tard et qu'il s'en fichait. Il a maintenu qu'il balançait les chaises de la même manière contre tout le monde et qu'il attendait la même chose en retour. Il a reconnu que les blessures à la tête sont désormais prises au sérieux et a admis qu'il dirait au talent de lever les mains si c'était lui qui faisait le segment aujourd'hui. Cet aveu reflète l'évolution plus générale de l'attitude du catch professionnel en matière de sécurité. En 2003, il n'existait pas de protocole relatif aux commotions cérébrales. Aujourd'hui, les coups de chaise à la tête sont interdits à la télévision de la WWE. L'incident de Canyon reste une histoire d'avertissement sur les limites floues entre la performance et les dommages réels. Il montre également comment une rumeur sur l'identité d'un athlète peut influencer notre perception d'un acte de violence. Le coup de chaise a été un moment où l'intensité de l'Undertaker a semblé l'emporter sur le bon sens. En 2003, les coups de tête non protégés étaient encore acceptés, mais en donner un aussi fort, après plusieurs coups, semble imprudent. La WWE n'a pas pu l'arrêter une fois qu'il a commencé à frapper. Les fans d'aujourd'hui voient le clip d'un œil différent, conscients des risques d'encéphalopathie spongiforme transmissible et de commotion cérébrale. Qu'il ait suivi des instructions ou qu'il se soit défoulé, le résultat est une tâche permanente sur son CV. Avons-nous oublié des moments où The Dead Man a perdu son sang-froid? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires et, avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.